Chers amis, bonsoir. Je vais donc, dans ce cours d'une heure, vous faire une synthèse sur les notions de chalak, de glat et de kasher. Ces notions-là relèvent de ce qu'on appelle ilchot trefot, les lois des défauts mortels sur les organes internes des animaux, en particulier ici les bœufs et les moutons. La Torah, non seulement nous interdit de consommer une bête qui n'a pas été abattue rituellement par Shrita, avec des règles précises, mais elle nous interdit en plus les animaux qui ont été blessés mortellement et qui sont donc susceptibles de mourir à court terme, sous moins de 12 mois. La tradition orale de nos sages, qui remonte à Moshe Rabbeinu, définit différents types de défauts qu'on appelle trefot. On a plusieurs manières de les dénombrer. En général, on parle des 18 types de trefot qui concernent donc tous les organes. Ça peut concerner le cerveau, ça peut concerner le crâne, ça peut concerner l'œsophage, ça peut concerner l'estomac, ça peut concerner les pattes, ça peut concerner la rate, les reins, etc. etc. Et ça peut concerner les poumons. Maintenant, on ne fait pas, sauf raison impérative, parce qu'on sait par exemple que la bête a reçu un coup, qu'elle est tombée, qu'elle a été attaquée par un animal. Si on n'a pas de raison de suspecter que la bête a été blessée, on ne vérifie pas tous les organes. Ça prendra un temps fou, et comme la majorité des bêtes sont des bêtes saines, ne présentent pas de trefot, alors les bêtes sont présumées ne pas présenter de trefot jusqu'à ce qu'on trouve un problème. Et la Torah ne nous a pas obligés à rechercher systématiquement tous les problèmes. C'est uniquement pour les poumons, parce que dans ce cas-là, les trefot sont relativement répandues, même si elles restent en théorie minoritaires, que les sages ont imposé de vérifier systématiquement les poumons. Plus précisément, de vérifier la couleur des poumons, et de vérifier la structure des poumons, et surtout de vérifier s'il n'y a pas de sichot. Sichot, c'est-à-dire des adhérences, des sortes de filaments, qui sont attachés au poumon, et qui relient le poumon, soit d'un lobe à l'autre, soit d'un lobe à la cage thoracique, soit d'un lobe au cœur, soit d'un lobe, par exemple, au diaphragme. Ces sichot, ces adhérences, sont interdites parce qu'elles sont liées à un trou dans le poumon. À ce sujet-là, il y a un grand débat entre Rashi et Tosfot. Rashi dit « le trou précède la sicha ». C'est parce qu'il y a un trou que les liquides naturellement présents dans le poumon du fait de la respiration s'accumulent au niveau des trous et vont former une sorte de glaire, et ensuite vont sortir par le trou, former là-bas, se coaguler, durcir, et former un filament qui va aller s'attacher autre part. Tosfot, eux, ils disent, non, il peut y avoir une sira qui se forme sans un trou. Mais dans la mesure où le résultat, c'est qu'il y a un filament qui relie, par exemple, deux lobes du poumon, finalement, ça va finir par lâcher, ça va finir par faire un trou. Et Rashi, lui aussi, il dit, même si le trou, finalement, a été bouché par la sira, comme il est attaché ailleurs et que ça va tirer, ça va lâcher aussi. Donc, un trou qui va finir par se former ou un trou préexistant qui est mal bouché, qui va finir par lâcher, ça s'appelle un trou dans le poumon, et donc c'est taref. La Gemara consacre exactement 3 lignes à ce problème-là. Je vous lis le texte en son intégralité, qui est Daf Memvav Amud Bet dans la Gemara, Choulin. Ve'amar Rava, hine tarte one disrichan lehadide, led bahu bedika. Velo amran ela shelo kesidran, aval kesidran hainu revitaihu. Je traduis, Rava a dit, si 2 lobes du poumon sont reliés entre eux par une sikha, c'est taref,
Et on ne peut même pas procéder à une dika, un examen, pour vérifier si c'est vraiment taref ou pas. Mais ça, on l'a dit que si c'est dans le désordre, on va voir ce que ça veut dire, mais si c'est dans l'ordre, alors c'est son état, sa constitution normale. Et donc, c'est pas taref, on peut le consommer. Rashi et Tosfot discutent de savoir qu'est-ce que ça veut dire une sikha dans le désordre et une sikha dans l'ordre. Je vous montre ici une page d'un livre essentiel qui s'appelle Sichat Chulin, qui consiste en des dizaines et des dizaines de schémas sur toute Masechet Chulin. Voilà, ça c'est le poumon d'un bœuf. Alors évidemment c'est beaucoup plus gros, c'est gros comme ça à peu près, plus gros que mon écran. Mais vous voyez, il y a deux grands lobes en bas, qu'on appelle les Umot, et en haut, à droite, 3 petits lobes, et à gauche, 2 lobes moyens. Ces 5 lobes, ça s'appelle des Onot. Rashi dit, une sikha dans le désordre, c'est une sikha qui va par exemple du premier lobe au 3e lobe, en sautant par au-dessus du deuxième ou en dessous du deuxième. Et c'est le fait que il y a un lobe entre les deux qui fait que ça va tirer et que ça va lâcher. Pour Tosfot, même si c'est du premier au deuxième, du deuxième au troisième, ça s'appelle aussi dans le désordre. Parce que là aussi, quand le poumon va gonfler, ça va lâcher et ça va faire un trou. Pour Tosfot, et en fait la majorité des commentateurs disent comme eux, c'est uniquement si c'est ici ou ici, c'est-à-dire ou ici, à la jonction, et encore ici, on va en discuter, en tout cas à la jonction de 2 lobes, là où ils sont naturellement collés, que ça ne pose pas de problème. Donc, on voit d'ici que si on suit Tosfot, et en pratique la halakha suit Tosfot, n'importe quelle sikha qui relie 2 lobes est susceptible de rendre un poumon taref, et donc la bête taref, sans possibilité de procéder à un examen pour la rendre cachère, sauf si c'est vraiment au niveau de la jonction de 2 lobes. Plus encore, d'autres décisionnaires avant Tosfot, comme Rabbeinu Hananel après Tosfot, apportent des précisions complémentaires. Même au niveau de la jonction, si la sikha elle est en diagonale, c'est un problème. Si la jonction elle est au niveau de là où ça se sépare, mais c'est vers l'extérieur du lobe, c'est un problème aussi. Etc., etc. Donc, finalement, il y a très peu, si on suit dans cette interprétation, très peu de sikhot qui ne sont pas problématiques. Ça, c'est pour les sikhot sur les lobes, d'un lobe à l'autre. Parce que forcément, puisque c'est 2 lobes qui sont attachés, que ça tire d'un côté, que ça tire de l'autre, ça va faire un trou dans le poumon. Si la sikha relie un lobe du poumon à autre chose que le poumon, par exemple la cage thoracique, alors c'est d'autres lois qui s'appliquent. Par exemple, si c'est au niveau des petits lobes qui sont en haut de la cage thoracique, où ils sont de toute façon bien enserrés par la cage thoracique, alors à ce moment-là, comme d'une part, on ne sait pas si la sikha vient du poumon ou de la graisse de la cage thoracique. Donc on ne sait pas si finalement ça vient d'un trou du poumon à la base ou si ça vient d'un problème de la cage thoracique. Et qu'en plus, là-bas, ça va moins jouer parce que d'une part, c'est moins forcément attaché au poumon puisque ça ne vient pas forcément de lui, et en plus, ça ne bouge pas tellement puisque c'est enserré par la cage thoracique. Alors, à ce moment-là, la Gemara dit un peu plus loin, on daf memchet, que là, on peut enlever la sikha et procéder à un examen pour vérifier s'il n'y a pas de trou. Si la sikha est reliée au cœur, c'est encore d'autres règles. Si ça relie au diaphragme, c'est encore d'autres règles. Ça peut aussi exister des sikhot qui sont attachés juste par une extrémité au poumon et qui pendent de l'autre côté, ce qu'on appelle sikhat louya. Donc ça, pour Rashi, puisque c'est quand même le signe d'un trou, puisque ça vient forcément du poumon, alors c'est un problème. Pour Tosfot, puisque il n'y a pas forcément de trou à l'origine et que c'est rattaché à rien de l'autre côté, ça ne va pas tirer, c'est pas forcément un problème. Donc voilà un petit peu les paramètres théoriques qu'on a. Au final,
ce sur quoi les décisionnaires ultérieurs, Tour, Shulchan Arour, Ramos sont d'accord, c'est que, vu qu'il s'agit de règles de la Torah, ces règles de Tréfot, alors on est prudent et tous les types de sikhot problématiques énoncés par les différents décisionnaires, que ce soit Rabbeinu Hananel ou Tosfot, à ce moment-là, celle-là, on dit que c'est taref. Et en plus, après ça c'est une discussion entre Shulchan Arour et Ramo, de savoir est-ce que on suit Rashi ou Tosfot, au niveau de savoir la présence préalable d'un trou. Parce que si on suit Rashi, même pour les sikhot non problématiques, c'est-à-dire celles qui sont au niveau de la jonction des lobes, comme ça vient d'un trou qui s'est formé avant la sikha, alors il faut quand même procéder à une vérification du poumon pour vérifier que si le trou a bien été bouché par la sikha. On sait que la sikha ne va pas lâcher, mais il faut que quand même ce soit bien bouché. Donc comment on procède pour l'examen de ces sikhot, savoir s'il y a des sikhot ou pas. On suspend la bête par les pieds, on ouvre la cage thoracique, on enlève les organes de la digestion, les intestins, l'estomac, le foie, etc. Et ensuite, on a le diaphragme qui séparait ces intestins de la cage thoracique avec les poumons. On fait deux entailles dans le diaphragme et le bodek pnimi, c'est-à-dire celui qui va faire l'examen interne, il passe la main à l'intérieur de la cage thoracique et il palpe les poumons et il vérifie où est-ce qu'il y a des cirrhotes entre les poumons et la cage thoracique, le poumon et le cœur, entre les lobes, sur les lobes, etc., etc. Et il note exactement où se trouvent les cirrhotes sur le poumon. Vous voyez, comme quand vous louez une voiture et que le type fait le tour de la voiture pour noter où il y a des problèmes, c'est la même chose. Une fois que c'est fait, on sort le poumon de la cage thoracique et un deuxième bodek vérifie la présence de cirrhote ou pas en fonction de ce qu'a dit le premier bodek. Il vérifie s'il y avait une sirra qui était attachée à la cage thoracique, est-ce que vraiment elle est là, est-ce qu'à ce moment-là la sirra elle adhère plus au poumon ou à la cage thoracique, comment elle se comporte, si c'est entre deux hauts notes, comment se présente précisément la sirra, à quel endroit elle est, etc., etc. Il faut savoir que, en plus de cette notion générale de sikhot, nous on parle, voilà, la Gemara elle parle de sikhot et les textes ils parlent de sikhot en général. Mais en réalité, physiologiquement, anatomiquement, il y a différents types d'adhérence, tout ne se ressemble pas. Il y a des sikhot qui ressemblent à de la chair, il y en a qui ressemblent à des tendons, il y en a qui ressemblent encore à d'autres choses. Et tout ça a un statut particulier. Tellement particulier que, en fait, la question se pose de savoir est-ce que toute adhérence sur le poumon a forcément le statut halachique de sikha. Alors, beaucoup de commentateurs du Talmud, en premier lieu le Rashba, disent toute adhérence au poumon s'appelle sikha. Il n'y a pas de différence que si c'est une petite sikha toute fine, où on aurait pu dire mais ça va lâcher sans faire de trou, ou à l'inverse une sikha très épaisse où on pourrait dire bon ça va pas lâcher. Rashba il dit il n'y a pas d'histoire comme ça, toutes les sikhot sont des vraies sikhot et si elles sont mal placées alors la bête est taref, sans aucune possibilité de recours. Il y en a d'autres qui disent non, il y a d'autres sikhot qui ne sont pas réellement des sikhot. J'ai oublié de dire, je précise, le deuxième bodek, une fois qu'il a vérifié tous les sikhot qu'on peut valider avec une dika, par exemple, si c'est attaché à la cage thoracique, à ce moment-là, on met le poumon dans une bassine d'eau tiède et on souffle dans le poumon. Et si ça ne fait pas de bulle, c'est qu'il n'y avait pas de trou. Si ça fait des bulles, c'est qu'il y avait un trou. Ça, c'est valable que pour certaines sikhot, pas les sikhot qui relient un lobe du poumon à l'autre. Je reprends. Donc, pour le Rashba,
toutes les sirotes qui relient un lobe à l'autre, c'est fichu. Mais on trouve avant lui, depuis l'époque des Géonim, des distinctions plus fines, notamment au niveau d'un chef d'académie talmudique qui s'appelait Mar Yaakov Gaon. Le Rosh rapporte que les Chachamim de Babel sont allés voir Mar Yaakov Gaon, le directeur de la yeshiva, et lui ont dit, on a entendu dire que tu avais autorisé les shochatim et les bodkim à gratter les sichot et ensuite à vérifier dans l'eau tiède si ça faisait pas de bulles, et si ça faisait pas de bulles, alors tu considérais que la bête était cachère. Or, sous-entendu, c'est clairement contradictoire avec ce que dit l'Agmara, qui dit que quand il y a des sichot problématiques entre les différents lobes du poumon, il n'y a pas de bédika possible. Et Mar Yaakov Gaon a répondu, Chas v'shalom, j'ai jamais autorisé à gratter les sichot et à faire un examen ensuite. La seule chose que j'ai autorisée, c'est que si le poumon présente des sichot légères, on le prend par la trachée artère, on le secoue 2-3 fois bien comme ça, et si les sichot tombent d'elles-mêmes, alors c'était pas des vrais sichot, c'était juste des glaires, et à ce moment-là, c'est pas problématique. Et le Rosh rajoute, tous les sages ont été d'accord avec lui, et on a enseigné ça à tous les juifs. Et le Rosh rajoute, et c'est pour ça qu'on peut passer la main dans la cage thoracique, toutes les sichot qui partent naturellement quand on passe la main sans forcer, c'est pas des vrais sichot, c'est juste des glaires, et donc c'est aussi cachère. Et troisième chose, il rajoute, parce que une vraie sikha, si un homme vient et il la tripatouille comme ça, qu'on appelle les mi-our, de palper entre les doigts, il peut faire ça toute la journée, jamais la sikha elle va lâcher, au contraire, elle va faire que se renforcer. Parce que de la même manière que dans la bête, une vraie sikha, plus les lobes des poumons ils vont jouer entre eux, plus la sikha elle va travailler, plus elle va durcir, c'est pour ça que ça va finir par casser en emportant un bout du poumon, au lieu de lâcher au milieu. Ça, c'est la position du Rosh. Maintenant, qu'est-ce que ça devient dans le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il dit, a priori, il faut faire comme le Rashba. Toute sikha décrite comme problématique par Tosfot ou Rashi, etc., il n'y a aucun recours possible. Cependant, dans le cas où l'animal appartient à un Israël, dans la mesure où c'est une grosse perte financière et que, de toute façon, le Rosh et les Géonim avant lui ont permis, alors on peut autoriser une bête dont les adhérences partent juste en passant la main autour du poumon pendant l'examen interne, ou qui lâche naturellement juste si on la soulève légèrement avec le doigt. Là-dessus, le Ramo va dans le même sens et dit, en Ashkenaz, il y a une coutume supplémentaire, qui est que, dans la mesure où le Rosh dit qu'une sikha, tu peux la tripoter toute la journée, elle va jamais lâcher, au contraire, elle va se renforcer, alors on a l'habitude de tripoter doucement les sikhot, et si les sikhot s'enlèvent juste en tripotant, à ce moment-là, c'est que c'était pas une sikha et que c'était juste une glaire, et ça, on autorise aussi. Ça, c'est le Rama qui le dit, c'est pas le Shulchan Aruch. Donc, vous avez, si on comprend bien, ici 3 degrés. Le degré du Shulchan Aruch, l'Echatrila, qui est comme le Rashba, qui invalide toutes les sikhot qui vont d'un lobe du poumon à l'autre. Sauf si c'est vraiment au niveau de la jonction. Vous avez ensuite le Rosh, et c'est pour le Mechaber, pour le Shulchan Aruch, une position a posteriori en cas de besoin. Pour le Rama, a priori, ça a l'air d'être dans tous les cas.
de dire toutes les sirotes qui passent juste en passant la main, c'est pas des sirotes. Troisième position, position que du Rama, qui n'est pas reconnue par le Shulchan Aruch, si on tripote juste légèrement la sira et qu'elle part toute seule, alors ça ne s'appelle pas une sira non plus. Donc si vous voulez, ça c'est la base des 3 degrés qu'on appelle chalak, qui veut dire lisse en hébreu, glat, qui veut dire lisse en yiddish, et kasher. Chalak, c'est quand il n'y a rien du tout. Glat, c'est quand les sirotes partent juste en passant la main. Et kasher, c'est quand il faut un peu tripoter la sira pour qu'elle parte. Ça, c'est la théorie. Ensuite, c'est rajouter un 4e degré. Quelque chose qui est beaucoup plus récent. Qui date d'il y a un peu plus de 2 siècles, vers le milieu du XVIIIe siècle, où les Bodkim de Prague ont commencé à pratiquer ce qu'on appelle klipat tsiporen, de gratter avec l'ongle. C'est-à-dire qu'ils prenaient les sirotes, même les sirotes qui partaient pas en tripotant, ils grattaient légèrement avec l'ongle. Si ça partait en grattant, et qu'ensuite il n'y avait pas de bulle, ils disaient c'est kasher quand même. Ça, vous l'aurez bien compris si vous avez suivi, c'est contraire à ce qui est marqué dans la Gemara, c'est contraire à ce qui est dit par les Géonim, et c'est contraire à ce que dit Shulchan Aruch, et c'est contraire à ce que dit le Rama. Mais à l'époque, effectivement, la plupart des Chachamim se sont opposés à cette lecture. Que ce soit le Noda Yehuda, Rabbi Chaim de Vologine, le Pri Megadim, ils ont dit Mamash, faites manger de taref aux Juifs. Mais pour autant, ça s'est tellement vite répandu que tout le monde a commencé à faire ça, et donc les Chachamim ont commencé à trouver des justifications en disant oui, bah, finalement, peut-être que c'est quand même kasher, et d'ailleurs la preuve c'est que finalement, si on n'autorise pas ça, on se retrouve avec des majorités absolues de bêtes qui n'est pas kasher. Or, on a une règle qui veut que la majorité des bêtes est kasher. C'est une loi de la nature. C'est pas possible que la majorité des individus d'une espèce soient atteints de maladies mortelles. Donc on a justifié comme ça. Ça a été accepté essentiellement chez les Ashkénazes. Maintenant, tout ça, c'est dans les textes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 4 niveaux-là, c'est-à-dire celui où il n'y a rien du tout, celui où juste ça part quand on passe la main, qu'on secoue un peu, celui où il faut un peu tripoter, celui où il faut carrément gratter, ça a l'air d'être 4 degrés bien définis. En réalité, c'est un continuum. C'est-à-dire que finalement, quand le bodek il passe la main à l'intérieur du poumon, quelle est la différence entre le cas où il dit il n'y a rien du tout et le cas où il dit il y a presque rien? J'ai peut-être senti un petit truc, mais finalement, vous savez, le poumon c'est humide. Donc, entre avoir senti une petite glaire et juste un peu d'humidité, il n'y a pas forcément de différence flagrante. De la même façon, entre dire, voilà, c'est parti facilement, j'ai passé la main doucement, ou j'ai passé la main peut-être un peu fort, mais c'est parti, il a fallu que je passe un peu fort, il n'y a pas une différence essentielle. De dire ensuite, bon ben voilà, là j'ai juste soulevé avec le doigt, ça s'est détaché tout seul, ou bon, j'ai soulevé 1, 2, 3 fois, bon peut-être j'ai un peu tripoté. Il n'y a pas une différence absolue. De la même manière, entre finalement, j'ai tripoté un peu plus fort que le voisin et j'ai franchement gratté avec l'ongle, il n'y a pas forcément une différence absolue. Donc, en réalité, tout ça, ça dépend du bodek. Ça dépend comment il a été formé, ça dépend comment est-ce qu'on lui a enseigné les gestes, ça dépend qu'est-ce qu'on lui a dit, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, et s'il est scrupuleux, et s'il est conscient, le Shulchan Aruch dit lui-même, même pour quand on autorise juste de passer la main légèrement pour les sichot, il faut que le bodek il soit Yereh Shamayim Mirabim. Ça veut dire qu'il est plus la crainte d'Akadosh Baruch Hu que la crainte des gens, y compris des rabbanim, de ses employeurs, de sa famille, etc. Un bodek
consciencieux qui se trouverait à avoir finalement plein de bêtes qui, pour lui, objectivement, sont pas cachères, et qu'est-ce qui lui arriverait finalement? Il risquerait peut-être de perdre son travail. Son patron lui dirait, écoute, t'es un peu trop strict, tu vois des sirotes là où il n'y en a pas et tu perds ton travail. Et Hinami, ça peut arriver aussi qu'il y ait des gens qui aient une sensibilité extrême et qui voient des sirotes là où il n'y en a pas. À l'inverse, quelqu'un peut être parfaitement honnête dans sa tête, mais l'environnement social, l'environnement psychologique fait qu'il a une pression inconsciente pour fermer les yeux sur certaines sirotes, en toute honnêteté. Parce que finalement, ça dépend de la yirat shamim qu'il a au bout des doigts. Plus encore, tout cela dépend de conditions géographiques. C'est-à-dire que vous avez des bêtes, par exemple, si vous allez faire une shrita en Patagonie, à Ushuaia, en terre de feu, etc., pratiquement toutes les bêtes sont halak. Dans certains coins des États-Unis, à l'inverse, si vous avez 3% de bêtes halak, vous avez de la chance. En Israël, c'est différent. En France, c'est différent. Ça, c'est une première chose. Et pour revenir aux différents degrés, ce qu'on voit, c'est que, comme en fait il y a un continuum, et que ça dépend de comment est-ce que les bodkim ont été formés, ça dépend de chaque beddin. Un beddin va mettre la limite entre le halak et le glat ici, entre le glat et le kasher ici, entre le kasher et le taref ici. Il y en a d'autres qui vont un petit peu décaler. Par exemple, il y en a, ils vont vous dire, voilà, nous on autorise de gratter avec l'ongle, mais doucement, pas fort. Là, ils vont vous dire, nous on ne fait pas klipat tsiporen, mais on considère que ce qui est aujourd'hui appelé stam kasher dans le monde, c'est avec l'ongle. Donc nous, on fait que miour, on fait que tripoter, alors ça s'appelle glatt. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, au début du XXe siècle, vous aviez un marché de la viande qui était dans un état catastrophique. Dans les mêmes boucheries, on vendait le kasher et le taref. Chacun faisait sa propre shrita sans aucune supervision. Et on sait aujourd'hui que la majorité absolue de la viande qui était vendue comme kasher était à 100% taref. C'est-à-dire que vous aviez plus d'une chance sur deux d'acheter de la viande qui n'avait jamais été kasher, même avec les plus grandes culottes du monde. Donc, quand les grands organismes de cache-croûte ont réussi à faire le ménage là-dedans, ils ont imposé, pour pouvoir se distinguer de ce kasher qui n'en était pas, ils ont imposé le critère du glatt. Ils ont dit, voilà, c'est pas suffisant de manger kasher, il faut manger glatt. Mais ce glatt-là n'est pas forcément le glatt du roche et des géonim. Ça inclut très souvent un miour léger, c'est-à-dire ce qui, à l'époque du Ramon lui-même, s'appelait stam kasher. Mais ça n'inclut pas klipat tsiporen. Donc klipat tsiporen, ça devient stam kasher, et dès qu'on est au-dessus de klipat tsiporen, ça s'appelle glatt. À l'inverse, enfin dans le même ordre d'idée, vous avez certaines cache-croûtes qui disent, voilà, nous on ne fait pas de glatt, parce que comme vous le voyez, finalement glatt c'est une catégorie intermédiaire qui a des frontières très floues. Ils disent, nous, soit la viande elle est halak, là c'est sûr qu'il n'y avait aucun problème. Dès qu'il y avait des sirotes qu'il a fallu enlever, que ce soit juste en passant la main, que ce soit en tripotant, que ce soit en grattant légèrement avec l'ongle, ça on appelle ça stam kasher. Il faut savoir que même en France c'est comme ça. En France, le Beddin de Marseille, le Beddin de Strasbourg, le Beddin de Lyon, le Beddin de Paris, c'est pas les mêmes shochatim, c'est pas les mêmes rabbanim, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes critères de qu'est-ce qu'on appelle chalak, qu'est-ce qu'on appelle glatt, qu'est-ce qu'on appelle kasher. Et je vous parle même pas des autres shritot. De ça aussi, vous avez des réalités commerciales. C'est-à-dire que quand on dit par exemple, voilà, Behemat Israël, une bête qui appartient à un juif, alors on peut autoriser, même pour le chalak, en tout cas d'après le Mechaber, d'après le Shulchan Aruch, ce qu'on va appeler chalak Bet Yosef, on va autoriser
dans certains... Alors, il y en a qui vont dire, non, halak, on se base sur aucune couleur, mais il y en a qui vont inclure dans le halak le cas où c'est Behemat Israël, où le Shulchan Aruch et le Bet Yosef permettent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on appelle Behemat Israël? Est-ce que c'est vraiment une bête qui appartient à un élevage juif? Est-ce que c'est juste qu'il y a un enjeu financier important pour la communauté juive? Et ça dépend aussi finalement de comment est composé le marché. Si vous faites de l'abattage et que vous dites, voilà, nous on fait une shrita, la méadrine, on fait que halak. Vous faites que halak, mais vous avez, dans les bons jours, vous avez 5% de bêtes halak. Qu'est-ce que vous faites des 95% des bêtes, vous avez décidé que c'est taref? Est-ce que vous les vendez dans le marché halal? Est-ce que vous le vendez à Carrefour? Ou est-ce que vous êtes en association avec une autre Ashgacha, qui, elle, a des critères plus souples, qui fait du stam kasher, ou qui fait parfois du glat, qui fait peut-être aussi du halak, mais qui a des critères plus souples que vous sur le halak, et vous allez leur refiler vos bêtes. Ça dépend et de la position du Rav, et aussi, finalement, des intérêts économiques des gens qui sont derrière. C'est-à-dire que c'est pas le Rav qui possède les bêtes et qui va se faire de l'argent dessus. C'est un professionnel de la boucherie qui décide, voilà, moi je veux attaquer le marché du halak, donc je veux faire que du halak. Ou à l'inverse, moi je veux faire le marché du kasher, et donc je fais même du kasher. Tout ça, ce sont des arbitrages économiques. Autre cas, dans la halakha, on dit que c'est le bœuf, il y a certaines sirotes qui peuvent être permises, comme on l'a expliqué. Pour le veau, aucune sirah n'est permise, parce que même les sirotes qui sont des vraies sirotes vraiment problématiques, elles seront fragiles chez le veau, parce que la bête est jeune, et donc elles vont lâcher. Alors que, comme les organes du veau aussi sont jeunes, alors ça provoquerait quand même des trous. Alors ça, c'est bien joli de dire, voilà, les halakhot du veau, elles sont différentes des halakhot du bœuf. Mais finalement, un veau et un bœuf, c'est quoi la différence? Il y en a, un veau devient un bœuf. À quel moment exactement? Alors, vous avez des définitions légales. En Union européenne, en France, aux États-Unis, en Israël, on va dire qu'à partir de tel âge, c'est un bœuf, et avant tel âge, c'est un veau. Mais ça n'a pas d'impact halachique forcément. En halakha, comment est-ce qu'on définit un bœuf et un veau? Il y a des définitions qui sont variables suivant les décisionnaires. Ce qui fait que pour un rave, un animal de 8 mois, mettons, c'est un veau. Donc, dès qu'il présente des sirotes, c'est taref. Mais un animal de 9 mois, ça va être un bœuf. Donc, il va présenter des sirotes qui seront sans doute légères, qui vont sauter facilement. Et donc, le bœuf va être halak. Alors qu'à un mois près, il aurait été complètement taref. Et à l'inverse, si un autre rave, il a des critères différents pour la différence entre un veau et un bœuf, il va dire c'est à partir de 12 mois que c'est un bœuf. Alors à ce moment-là, il aura plus facilement, il aura peut-être plus facilement, plus difficilement du veau, parce qu'il y aura peut-être plus de sirotes qui seront invalidantes. Et à l'inverse, il se retrouvera à 12 mois avec des sirotes qui sont différentes pour le bœuf. Donc ça aussi, c'est des arbitrages. Il faut savoir si l'industriel veut faire plus de bœuf ou plus de veau, alors à ce moment-là, c'est pas évidemment pas lui qui va dicter ses raisons au RAF, mais s'il travaille avec un RAF qui a des critères qui ne correspondent pas au marché, il va travailler avec un autre RAF, qui n'est pas forcément un rachat ou un type qui fait n'importe quoi. Ce sont des options à l'Afrique légitime, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce qu'il y a marqué Khalak ou qu'il y a marqué Glat ou qu'il y a marqué Stam Kasher que ça veut toujours dire la même chose. Ça dépend de chaque organisme de cache-route, ça dépend de comment ont été formés les bodkim, dans quelle tradition ils s'inscrivent, s'ils ont été bien formés, s'ils n'ont été pas bien formés, comment ils sont supervisés, comment est-ce que la communication se passe entre le Rav et les bodkim. Comment est-ce qu'ils ont une formation continue? Là-dessus se rajoutent en plus plein d'autres critères, au-delà du halak et du glat. Il n'y a pas que ça. Il y a la façon dont la bête est abattue. Si elle est abattue debout ou si elle est abattue retournée dans un tambour. Il y en a qui disent que c'est mieux quand elle est retournée dans un tambour, mais ça ne se fait pas dans tous les pays. Et dans les pays où c'est moins cher,
On n'utilise pas forcément un tambour. De la même façon, normalement, idéalement, la viande elle doit être salée, cachérisée 3 jours après l'abattage au maximum. Si c'est pas le cas, alors il faut l'humecter régulièrement. Déjà, c'est déjà une option a posteriori. Alors finalement, suivant les cache-croûtes, comment ça se passe? Est-ce que vraiment la melicha elle est faite sur place immédiatement dans les 3 jours, ou est-ce que pour des raisons notamment économiques, la shrita elle se fait à un endroit et la cachérisation elle se fait à un autre endroit, et donc il faut transporter les bêtes, et il faut s'assurer que la viande elle a été humectée? Comment est-ce que ce suivi se fait? Au sein même de l'abattoir, si vous faites à la fois du halak, du glace, du kasher, vous ne pouvez pas tout cachériser ensemble, il faut cachériser séparément. Les bêtes, elles sont identifiées quand elles sont entières, mais une fois qu'elles sont débitées, est-ce que la traçabilité, elle est assurée de savoir qu'est-ce qui est halak, qu'est-ce qui est glace, qu'est-ce qui est kasher, suivant les critères? Donc, pour les volailles aussi, parce qu'on pose souvent la question, on voit de la dinde glatte. Ça ne veut rien dire de la dinde glatte, parce que glatte, on a dit, c'est lisse pour les poumons, donc qui ne présente pas de sirote. Il n'y a pas de problème de sirote dans les volailles. Il y a d'autres problèmes. Donc, on a étendu la notion de glatte pour dire la méadrine, c'est-à-dire quelque chose où on a poussé les examens, même s'ils n'étaient pas indispensables d'après certains décisionnaires. Par exemple, on va vérifier peut-être pas les sirops des poumons, on va vérifier la couleur des poumons, on va vérifier plus précisément si les organes, des os ont été cassés ou pas. On va vérifier ce qu'on appelle tsomet agidim, c'est-à-dire un faisceau de tendons qui se trouve au niveau du mollet du poulet, parce que ça, traditionnellement, il n'y avait pas de problème. Maintenant, depuis quelques années, il y a un virus qui circule dans certains abattoirs, dans certains pays, qui atteint ces tendons-là. Donc, qui pose des problèmes. Il y a certains pays où on est obligé de le faire parce que c'est tellement répandu que on ne peut pas se dispenser de ces examens-là. Il y a d'autres pays où ça n'arrive presque jamais, donc on peut s'en dispenser. Et encore une fois, ça aussi, ça revient à des critères économiques. Est-ce que les bêtes, quand elles sont examinées une à la main, ou est-ce qu'elles sont accrochées par les pattes et elles passent comme ça automatiquement, et le bodek, il vérifie les bêtes à la chaîne? Tout ça, c'est des critères qui sont importants, et ça va bien au-delà de glat ou halak ou kasher. Donc pour résumer, suivant les cache-routes, glat, halak, kasher, ça ne veut pas forcément dire la même chose, parce que toutes ces notions-là s'inscrivent dans un continuum, et ça relève de réalité physique, et les catégories halachiques, elles nous permettent de saisir cette réalité physique, mais la réalité physique, elle est toujours plus complexe que juste 3 ou 4 catégories. Donc, suivant les organismes de cache-route, on va mettre la limite entre halak, glat et kasher à différents niveaux. Et non seulement ça, mais il y a tout un tas de pratiques qui ne sont pas forcément toujours requises par la halakha, mais qui permettent de minimiser les risques, qui sont pratiqués par certains, qui ne sont pas pratiqués par d'autres. Donc, ce qu'on peut conseiller aux consommateurs de kasher, c'est de bien retenir tout ce qu'on a dit sur les différents types d'examens, de validation, d'invalidation des sirops sur les poumons, de réviser cette leçon. Et après, Bezrat Hashem, de ne pas se contenter de regarder qu'est-ce qui a marqué halak ou glat ou kasher, mais vraiment de faire la démarche d'appeler les services consommateurs ou les services de relations clients des différents organismes de cache-route. Il serait normal que chaque organisme de cache-route ait un numéro d'appel où on peut répondre aux questions des clients, aux questions des consommateurs cachers, et qu'on puisse savoir, quand vous marquez glat, ça correspond à quoi? Par exemple, est-ce que dans glat, c'est uniquement la Kula de Maria Kovgon, ou est-ce que ça inclut aussi le Miyur du Raman? Quand vous dites Chalak, c'est Chalak comme le Rajba, ou ça inclut aussi la Kula de Maria Kovgon parce que vous considérez que la bête a un statut de Bémat Israël? Qu'est-ce que vous faites pour Sichat Elouya, etc., etc. Si vous arrivez avec des questions précises, parce que grâce à ce chiour, vous avez des notions un peu plus claires là-dessus, alors vous obtiendrez d'autant plus de réponses. C'est sûr que si vous appelez et que vous ne savez pas poser de questions, on ne vous donnera pas de réponse précise.
Si vous arrivez avec des questions précises, vous savez un petit peu de quoi on parle, alors Bezrat Hashem, on vous donnera des réponses précises. Et on ne peut que souhaiter une plus grande transparence là-dessus, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit maintenu dans le flou. Alors, ce shiur s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et dans 2 semaines, Bezrat Hashem, on parlera d'un problème qui est lié à ça, toujours dans une faute très faute, le problème du foie gras. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui autorisent et pourquoi il y en a qui interdisent? Je vous remercie. Kol Tuv, Chodesh Tov, Shavua Tov.